Kairé à toutes et tous. La dernière fois, nous avons parlé de la première guerre médique et de la victoire de Marathon qu'il avait conclue. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 ans qui séparèrent les deux phases du conflit pendant lesquelles chaque camp va se préparer à sa manière à la deuxième confrontation. La victoire de Marathon avait convaincu nombre de cités grecques qu'il n'y avait pas besoin de se préparer à la guerre face aux Perses, puisque n'importe quelle armée d'hoplites bien alignée pourrait vaincre sur un champ de bataille les Perses. Mais un homme avait compris que cela ne suffirait pas à triompher définitivement de l'empire perse achéménide. Et cet homme, c'était Thémistocle. En effet, ce dernier avait bien compris que la Grèce ne pourrait résister indéfiniment à la Perse. Et pour lui, la victoire de Marathon n'était qu'un sursis. D'ailleurs, à bien y regarder, même aujourd'hui on s'en rend compte, cette première guerre médique n'était pas réellement une victoire du monde grec, puisque les Cyclades étaient à présent dominés par la Perse, que l'Eubée avait été envahie et Érythrée complètement détruite. De plus, les 25 000 hommes de cette première expédition ne pouvaient pas représenter l'ensemble de la puissance de cet empire monumental qui allait de l'Égypte à l'Indus, de l'Asie mineure à l'Oxus. Non, cela était impossible, que les Perses acceptent cet affront. Il était évident qu'ils allaient revenir. Et ça, Thémistocle en était convaincu. Cependant, bien qu'il ait participé à la bataille de Marathon en tant qu'hoplite, il n'était pas commandant des forces. Et le triomphe de cette victoire ne rejaillit que sur Miltiade. Il était alors au sommet de sa gloire, et il était l'opposant politique de Thémistocle. Thémistocle ne pouvait qu'attendre qu'un coup du sort arrive. Et, en effet, ce dernier arriva. Miltiade, au sommet de sa puissance, fut élu stratège, et on l'envoya pour conquérir l'île de Paros. Paros, c'est une des îles des Cyclades qui avait dû, sous la contrainte, se soumettre aux Perses et avait envoyé un navire, un seul, pour aider Datis dans son expédition contre l'Eubée. Eh bien, ce simple prétexte poussa Athènes à punir la cité de Paros. Alors, il faut comprendre qu'il y a plusieurs intérêts pour Athènes à faire cela. Premièrement, Athènes a toujours tourné son regard vers les îles des Cyclades pour contrôler ses routes commerciales et surtout écraser certaines de ses concurrentes. Égine, proche, est une de ses principales rivales. Paros, Naxos, deux puissantes îles des Cyclades, peuvent concurrencer le marbre que l'on produit justement non loin d'Athènes. C'est pourquoi il y a un intérêt économique à Athènes à conquérir ces îles. Mais de l'autre, il y a quelque chose de symbolique. En attaquant les îles qui se sont soumises aux Perses, Athènes veut montrer clairement aux autres îles que la soumission aux Perses n'est qu'un moment temporaire dans son histoire et que finalement, à chaque fois, les Grecs devaient triompher et donc la soumission aux Perses serait punie. Miltiade fut chargé de cette expédition. Malheureusement, il joua de malchance pendant toute l'année 479 et, in fine, il n'arriva pas à s'emparer de l'île de Paros. Il revint blessé de cette campagne qui, en plus de cela, avait été un désastre financier pour Athènes. Thémistocle profita de l'occasion pour traduire en justice Miltiade. En effet, Miltiade avait de nombreux ennemis politiques et Thémistocle réussit à les rallier à lui. Parmi eux, il y avait un grand noble du nom de Xanthippe. Il était ni plus ni moins que le père du futur stratège d'Athènes, Périclès. Grâce à ses alliés politiques, il réussit à traduire en justice Miltiade. Puisque ce dernier avait échoué à la conquête de Paros, cela ne se pouvait que parce qu'il avait forcément été en contact avec Paros et il avait des intérêts dans cette défaite. C'est du moins ce que Thémistocle réussit à faire croire à la population d'Athènes. Il réussit aussi à faire courir le bruit que Miltiade commençait à échanger avec les Perses, avait touché de l'argent de ces derniers et s'apprêtait à s'emparer du pouvoir à Athènes définitivement et uniquement dans son propre intérêt. Les Athéniens, qui vivaient dans une toute jeune démocratie, avaient peur qu'un homme puisse devenir à nouveau un tyran. Aussi, Miltiade fut traduit en justice et il échappa de justesse à la peine de mort. Cependant, il fut condamné à une grosse amende qui l'obligeait à mobiliser toute sa fortune pour la payer. N'ayant pas cet argent sous la main, il fut
pendant un court temps envoyé en prison. Cependant, je vous l'avais dit, il avait été blessé durant le siège de Paros à la jambe. Or, cette blessure va commencer à se gangréner. Et dans les geôles insalubres d'Athènes, il va mourir dans la plus grande pauvreté avant d'avoir pu rassembler les fonds pour payer son amende. Avec lui, s'éteignait le principal opposant politique de Thémistocle. Dès lors, Thémistocle, allié à Xanthippe et à la plus grande noblesse athénienne, peut mettre en place des grandes réformes politiques dans Athènes. En effet, cette dernière ne favorisait pas la prise de pouvoir par un seul parti, notamment parce que l'exécutif et le pouvoir juridique étaient trop aléatoires. L'archontat changeait chaque année et aucun homme ne pouvait se représenter plus d'une fois dans sa vie. L'aéropage, l'ancien conseil des archontes, quant à lui, était complètement sclérosé par d'anciennes personnes et avait une part trop importante dans la politique athénienne. Thémistocle favorisa ce qu'on appelle le conseil des stratèges. Les stratèges, à la base, avaient uniquement des fonctions militaires, mais progressivement, sous l'impulsion de Thémistocle et de ses réformes, ce conseil des stratèges devient le principal organe politique de la cité. De même, en 487, il ressort une vieille loi des tout débuts de la démocratie athénienne, l'ostracisme, pour bannir ses opposants politiques. En fait, le principe est simple. On peut, si on réunit 6000 votes contre un homme, bannir ce dernier pour une durée allant de 10 à 20 ans. Et Thémistocle, qui était alors très populaire, va user de cette loi à partir de 487 pour bannir ses opposants politiques. Mais pendant cette période, on apprend que, à l'Est, Darius s'apprête à se venger. Car oui, les Perses ne pouvaient laisser passer cet affront. Cette défaite infligée à une faible partie de leur armée ne pouvait que entacher leur réputation d'invincibilité. Aussi, Darius décida de lever un impôt extraordinaire, lui permettant à terme de lever des forces conséquentes, permettant l'invasion de la Grèce. De plus, il envoya un cortège de diplomates parcourir la Grèce pour chercher de nouveaux alliés. L'invasion qui se préparait devait être d'une plus grande ampleur et bien mieux préparée que la première. Et nombreux furent les Grecs à se rallier à lui. D'abord, les anciens partisans du tyran Hippias, qui était maintenant mort, étaient toujours présents à la cour de Darius. De plus, un cortège d'hommes exilés des cités était présent et n'attendait qu'une chose, revenir avec les Perses pour prendre le contrôle des cités grecques. Parmi eux, il y en avait un, roi de Sparte, Démarate, en exil, qui ne souhaitait qu'une seule chose, récupérer son trône. De plus, Darius réussit à conclure une alliance avec les tyrans de la Thessalie. Cette région du nord de la Grèce était sous le contrôle de quelques tyrans qui étaient dans une passe assez difficile. Ces derniers venaient de conclure avec les Perses une alliance pour toucher de l'or et se maintenir au pouvoir. En échange de quoi, ils promettaient à Darius le passage par leurs terres pour envahir la Grèce. Aussi, la situation était critique. Cependant, cette levée d'impôts extraordinaire eut une conséquence néfaste pour l'Empire, puisque certaines provinces, écrasées sous cette charge fiscale, décidèrent de se révolter, et parmi elles, l'Égypte. Darius ne pouvait pas permettre qu'une de ses plus riches provinces sorte du giron de l'Empire. Aussi, il marcha avec ses forces sur l'Égypte pour l'écraser. Mais en novembre 486, il mourut à l'âge de 64 ans, après plus de 37 ans de règne. L'héritier de Darius, Xerxès Ier, n'était qu'un jeune souverain de 32 ans. Ce dernier devait faire preuve d'autorité au début de son règne pour s'imposer à la noblesse perse. Aussi, il décida de mater durement la révolte égyptienne. Il fit aussi un choix assez particulier. Il décida d'abolir les anciens privilèges de certaines régions de l'Empire achéménide. En cela, c'était un tournant majeur dans la politique du roi des rois. Ainsi, l'antique Babylonie perdit sa semi-autonomie. Et quant à l'Égypte, elle ne put continuer à donner le titre de pharaon à un homme, puisque Xerxès refusa le titre, mais refusa aussi qu'on le donne à quelqu'un d'autre. Ainsi était abolie une des traditions les plus millénaires de cette région. Xerxès hésitait à récupérer les plans de son père. Mais en 484, un de ses généraux, Mardonios, poussé par les Grecs de sa cour, réussirent à convaincre Xerxès qu'il fallait absolument se venger des Grecs qui avaient affligé une terrible défaite
6 ans auparavant à son père. L'honneur des Perses était en jeu. Xerxès, qui devait encore faire ses preuves, décida de récupérer le projet de son père, mais dans ce cas-là, il décida de l'amplifier. Aussi, il met au service de ce projet l'ensemble des richesses de l'Empire. Pendant les préparatifs de cette invasion, Xerxès ordonna le percement d'un canal séparant le mont Athos du continent. Cela avait un intérêt assez simple. Le mont Athos était réputé pour ses tempêtes imprévisibles qui risquaient de couler n'importe quelle flotte d'importance qui passerait au large de ce dernier. En perçant un canal monumental, une œuvre qu'aucun Grec n'avait pu jamais contempler, Xerxès envoya un signal fort aux Grecs. Il préparait son arrivée et il changeait les éléments pour le faire. Ce message-là, cet acte de nature divine, ne pouvait qu'impressionner les cités grecques dont l'allégeance était encore fluctuante. Le répit octroyé par la mort de Darius et l'avènement de Xerxès sur le trône achéménide ne fut pas pleinement exploité par les différentes cités de Grèce pour se préparer à l'invasion perse. À Athènes, d'ailleurs, Thémistocle était toujours embourbé dans une situation politique de plus en plus complexe. Son nouvel opposant politique, Aristide, venait de mobiliser le camp des conservateurs face à lui, et Thémistocle manqua à plusieurs reprises d'être lui-même banni de sa cité, par une loi qu'il avait lui-même fait advenir. Paradoxe de cette politique athénienne complexe du début du 5e siècle. Cependant, un miracle advint. En 484, les mines d'argent du Laurion, qui n'avaient alors que donné que de faibles résultats, commencèrent à produire des tonnes et des tonnes d'argent. Cette richesse impromptue devait être employée d'une manière ou d'une autre par la cité athénienne. Les politiciens se déchiraient sur la manière dont on devait l'employer. Le camp des conservateurs, mené par Aristide, proposait tout simplement de répartir équitablement les richesses de ces mines entre les différents citoyens. Cependant, Thémistocle, lui, voulait que l'on mobilise cet argent pour la construction d'une immense flotte. Thémistocle avait compris que les Grecs ne croyaient plus réellement en cette invasion lointaine des Perses. Par contre, les Athéniens étaient depuis toujours opposés aux Éginettes, les habitants de l'île d'Égine, voisine, qui avaient une flotte commerciale assez importante et qui se livraient parfois à la piraterie sur les navires athéniens. Thémistocle réussit à convaincre ses concitoyens de la justesse de bâtir une flotte pour protéger les intérêts commerciaux de la cité et, dans le même temps, réussit à faire ostraciser Aristide car ce dernier commençait à prendre trop de pouvoir et certains présumaient qu'il essaierait de prendre le contrôle sur la cité en devenant un nouveau tyran. À nouveau, le chef des conservateurs était banni de la cité et Thémistocle, enfin, pouvait mettre en marche son plan de créer une flotte contre l'invasion perse. Et d'ailleurs, les arsenaux du Pirée, c'est-à-dire le port d'Athènes, se mirent à produire de très nombreux navires et entre 483 et 480 réussirent à construire une flotte de plus de 200 trières. Si on ajoute à cela les 50 navires que la cité possédait déjà, c'est 250 trières qui étaient prêtes pour la guerre au début des guerres médiques. Cependant, peu de cités comme Athènes commençaient à se préparer à l'invasion perse. Et quel ne fut pas le choc dans toute la Grèce lorsque l'on apprit, durant l'automne 481, que la grande armée du roi Xerxès se mettait en marche pour la capitale de la Lydie, Sardes, pour y prendre ses quartiers d'hiver avant l'invasion l'année suivante de la Grèce. La flotte que Xerxès avait réussi à rassembler ne comportait pas moins de 1327 trières et 3000 navires de transport. Des espions furent dépêchés rapidement à Sardes pour essayer de savoir combien d'hommes Xerxès avait dans son armée. 3 d'entre eux furent capturés par les Perses. Mais Xerxès décida de les épargner. En effet, il savait que beaucoup de cités grecques hésitaient à tomber dans le camp des Perses et que beaucoup avaient peur de la puissance perse et préféreraient sans doute se soumettre si la puissance de l'ennemi était trop forte. Aussi, il décida de faire une grande parade militaire seulement pour les 3 espions capturés et ainsi faire un étalage de sa puissance. Lorsque ces espions revinrent en Grèce,
ils annoncèrent, consternés, que Xerxès avait réussi à rassembler une armée d'1,7 million hommes, 80 000 cavaliers, 20 000 chars et chameaux de guerre, et plus de 300 000 mercenaires thraces et vassaux grecs d'Ionie. Bon, entre nous, ce chiffre me paraît assez aberrant. Rien que le dernier, 300 000 Grecs, vassaux et thraces, est supérieur à la possibilité même d'Hoplite de toute la Grèce à cette même période. Non, il est plus probable que Xerxès ait réussi tout de même à rassembler 200 à 250 000 hommes, ce qui est déjà un chiffre énorme pour ce début du 5e siècle. De plus, il compte sur une unité d'élite, les Immortels, 10 000 hommes triés sur le volet parmi les plus valeureux de toute la Grèce, armés d'arcs, de lances, d'un grand coutelas, d'un bouclier en osier, protégés d'une armure d'écailles de fer. Ces hommes étaient les plus forts et les plus aguerris de tout l'Empire perse. On les appelait d'ailleurs les Immortels, car à chaque fois qu'un d'entre eux mourait, eh bien un autre le remplaçait. Ces hommes étaient tout simplement mis sur des listes d'attente et n'attendaient qu'une chose, pouvoir rentrer dans le prestigieux corps des Immortels. Car quand on était un Immortel, on avait une solde bien plus importante, des rations de meilleure qualité et le droit d'amener des concubines à la guerre. Cette troupe d'élite, présente à ce moment-là, montrait que le roi des rois voulait prendre part au combat et que l'ensemble des forces perses étaient mobilisées dans ce conflit à venir. Le reste de l'armée était quant à lui un conglomérat de tous les peuples vassaux de l'Empire perse. Toutes ces forces avaient été levées dans un seul but, vaincre la Grèce. Si l'on en croit Hérodote, alliés aux Perses et aux Mèdes, on avait des Élamites, des Assyriens, des Scythes, des Indiens, des Sarangéens, des Arabes, des Éthiopiens, des Égyptiens, des Phéniciens, des Pisidiens, des Moschiens, des Lydiens et autres Grecs d'Ionie contraints ou thraces dans cette immense armée. C'est donc non pas une simple armée perse venue pour soumettre une région limitrophe, mais bien toute la puissance coalisée de l'Empire qui allait déferler sur la Grèce. Face à une telle menace, pour la première fois de son histoire, l'ensemble des cités grecques décidèrent de se réunir à l'isthme de Corinthe pour prendre une décision commune. Cependant, il était clair que seules 2 cités étaient contraintes de se battre contre l'Empire perse. Athènes et Sparte, les seules assez folles pour avoir mis à mort les émissaires du roi des rois qui venaient réclamer la soumission des cités grecques. Par la mise à mort de ces émissaires, les Athéniens et les Spartiates souhaitaient montrer à l'ensemble du monde grec qu'ils ne négocieraient pas avec l'ennemi. Cependant, la propagande perse commençait à gagner du terrain. La menace que faisait peser l'armée de Xerxès était tellement forte que beaucoup de cités commençaient à préférer la soumission à la destruction complète, ou pire, devoir obéir à leurs anciens ennemis. Car en effet, les inimitiés et les rivalités au sein du monde grec n'étaient toujours pas terminées et elles n'allaient certainement pas s'éteindre avec l'arrivée de l'ennemi. C'était le cas notamment d'une des plus prestigieuses et des plus anciennes cités du Péloponnèse, Argos, la grande cité que l'on retrouve dans toutes les légendes grecques, refusait de se battre sous le commandement des Spartiates. Ils étaient en effet en guerre contre Lacédémone depuis de nombreuses années. Et le roi des rois, Xerxès, sous les conseils de Démarate, avait envoyé en secret des émissaires dans la ville d'Argos. Les Argiens, pour éviter de se déshonorer auprès de cette immense assemblée de Grecs, prétextèrent donc du commandement spartiate pour se retirer de la Ligue et afficher leur neutralité. Mais avec elle, de nombreuses cités d'Arcadie se retirèrent aussi. Ce n'étaient pas finalement les seuls à prendre le parti des Perses. Les Thessaliens, par exemple, prenaient ouvertement le parti de l'ennemi. Toutes les grandes cités du nord de la péninsule balkanique n'avaient d'autre choix que de se soumettre dès que Xerxès avancerait. Thèbes elle-même hésitait et annonçait déjà que si les Perses entraient en Béotie, elle se rendrait. Même le grand sanctuaire panhellénique Delphes, ne donnait pas de bons présages à la cause grecque. On aurait pu croire qu'en de telles circonstances, l'oracle de Delphes eût commencé à distiller un esprit de résistance au sein du monde hellénique. Mais il n'en fut rien. Ce grand sanctuaire avait peut-être fait une analyse assez pragmatique de la situation et, considérant que les Perses, généralement, épargnaient les sanctuaires des peuples vaincus,
décida de ne pas faire une propagande anti-perse. Certes, ils ne se compromirent pas avec Xerxès et ne firent pas d'oracle favorable à la cause perse. Toutefois, ils prédirent un destin funeste à la cité d'Athènes ainsi qu'à la cité spartiate. Enfin, l'assemblée de Corinthe décida d'envoyer des émissaires dans le reste du monde grec, en Crète notamment, où ils essuyèrent un terrible refus, mais aussi en Grande Grèce ou en Sicile. Cependant, dans ces régions de l'ouest de la Méditerranée, eh bien, les Grecs, là aussi, étaient aux prises avec les barbares. Notamment, la riche cité de Syracuse devait affronter les Carthaginois pour le contrôle de la Sicile. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Très probablement, les Carthaginois d'anciens Phéniciens avaient eu des ambassades du roi des rois et avaient déclenché leur invasion de la Sicile à la même époque. Les Grecs étaient seuls, divisés, et allaient devoir lutter pour leur indépendance. Athéniens, Spartiates et Corinthiens, avec les anciens ennemis d'Athènes qui, pour eux, avaient accepté de mettre de côté leur vieille rancœur, notamment les Mégaréens, les Platéens ou les Éginètes, seraient les seuls à affronter l'armée du grand roi. Finalement, cette ligue hellénique ne réussit qu'à rassembler 30 000 hoplites, et encore principalement des Spartiates et leurs alliés. À côté de cela, ils pouvaient compter sur 40 000 hommes d'infanterie légère, des auxiliaires ou des porte-bagages qui étaient armés spécialement pour l'occasion. De plus, la flotte ne s'élevait qu'à 370 trières, des navires corinthiens, mégaréens, éginètes, mais surtout pour les 2/3, les navires athéniens construits par Thémistocle. Enfin, en mars 480, la gigantesque armée du roi Xerxès se mit en marche en direction de l'Europe. Pour traverser l'Hellespont, le roi des rois fit bâtir un immense pont. Pour ce faire, il sacrifia 674 de ses navires, qu'il relia entre eux par un immense câble de papyrus d'1,2 km de long. L'armée perse venait enfin de mettre pied en Europe et les jours de la Grèce étaient comptés. Cependant, cette seconde guerre médique sera le sujet de la prochaine leçon. En attendant, portez-vous bien.